Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart avec la grande édition à 17h en direct que vous retrouvez évidemment du lundi au vendredi en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes avec des marchés qui restent dans cette logique de range qu'on a pu observer au cours de ces derniers mois, de cette période estivale qui se poursuit d'un trou d'air à une phase de reprise. Les marchés continuent d'évoluer dans ce schéma aujourd'hui avec plutôt une phase de reprise qu'on connaît sur les indices actions depuis quelques jours maintenant, depuis la mi-août, avec un CAC 40 qui poursuit sur cette tendance et une petite hausse aujourd'hui à l'arrivée à signaler pour les indices européens. Ce sera évidemment l'enjeu de notre discussion de marché avec nos invités dans un instant, dresser un état des lieux de rentrée sur les marchés clés avec les enjeux macroéconomiques évidemment et conjoncturels dans le sillage des discours des banques centrales qu'on a pu retenir de Jackson Hole, le symposium qui était organisé en fin de semaine dernière, à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché bien sûr. Et puis du côté des indicateurs statistiques, on ouvre une séquence emploi américain qui nous emmènera jusqu'à la publication du rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois d'août, ce vendredi à 14h30. Notez déjà de nouveaux signaux de ralentissement qui semblent se confirmer à travers l'enquête JOLTS qui montre un abaissement, une réduction des ouvertures de postes au mois d'août aux États-Unis qui passe sous la barre des 9 millions. Vous aurez le détail dans un instant avec Comme Dubois qui vous apportera les infos clés du jour sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur la situation du marché américain avec un S&P 500 qu'on retrouve peu ou prou sur les niveaux de fin juin. C'est Thierry Gill qui sera avec nous en plateau, le président de Raymond James Euro Equities à partir de 17h45 en direct. Avant d'attaquer notre discussion de marché, tendance mon ami, chaque soir pour débuter cette émission avec les infos clés de marché qui sont présentées par Comme Dubois. La Bourse de Paris poursuit sa reprise ce mardi. Du côté des valeurs, on notera la forte baisse de Carrefour. Après des révélations du journal Le Monde, reprenant lui-même des informations du média d'investigation Reporter Brasil, selon lesquelles le groupe de grande distribution se fournirait en viande au Brésil auprès d'élevages accusés de déforestation massive en Amazonie. Les marchés retiennent également les résultats Best Buy aux États-Unis. Le distributeur d'électronique grand public bat les attentes au deuxième trimestre et voit son titre en belle hausse. Aux États-Unis, les ouvertures de postes reculent fortement en juillet et tombent à moins de 9 millions sur un mois pour la première fois depuis mars 2021. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des premières estimations d'inflation pour le mois d'août pour différents pays européens, à commencer par l'Allemagne. Côté US, les créations d'emplois dans le secteur privé seront publiées par le cabinet ADP. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec Comme Dubois qui nous accompagne cette saison dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour discuter de la situation des marchés financiers. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver en cette entame de nouvelle saison de Smart Bourse à nos côtés en plateau. Mabrouk Chetouane est avec nous également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie de marché chez Natixis IM et Cyriac Dayan nous accompagne également ce soir. Bonsoir Cyriac, merci d'être là. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. L'exercice traditionnel de rentrée, c'est de dresser un petit état des lieux, même peut-être un rattrapage pour ceux qui ont pu déconnecter pendant la période estivale juillet-août. Valérie, ce fut mon cas et j'ai lu régulièrement vos petites notes de marché, vos petits flashs quotidiens qui ont l'avantage d'être à la fois très concis et très directs. Donc on a le résumé de l'ambiance du moment de manière assez concise en quelques lignes. J'ai souvent lu consolidation, j'ai souvent lu manque de vitesse, j'ai souvent lu pas d'excès à signaler, pas d'excès de sentiment, pas de changement dans le sentiment des investisseurs. Et j'ai lu ça de manière assez récurrente tout au long de l'été. Est-ce que c'était un été pour rien sur les marchés, Valérie ? Grégoire, vous ne m'avez pas lu les mois précédents parce que ça fait quand même longtemps maintenant que je répète la même chose. C'est dramatique. Enfin, c'est dramatique. Je dois écrire tous les jours, donc pour moi, c'est dramatique. Ouais. Mais sinon, ça n'allait pas, il ne se passe rien. On a une situation qui est complètement bloquée. Et... Depuis quoi ? Avril ?
Mars, avril, mai. En fait, depuis février, je regardais, depuis mi-février, le stock 600, il est toujours au même niveau. Le CAC 40 a fait un petit excès haussier parce qu'on a eu un emballement sur le luxe avec les résultats du premier trimestre, il me semble. Mais sinon, dans l'ensemble, ça fait depuis mi-février qu'on est au même niveau et que... il y a un truc qui monte, un truc qui baisse. Ça nous dit quoi ? C'est parce que, moi je veux bien évidemment quand on est intervenant sur les marchés, on aime qu'il y ait du mouvement, on aime que ça bouge, que ce soit un peu palpitant, un peu trépidant. Mais je veux dire, pour le système économique en général, pour le système économique en général, c'est peut-être une bonne chose d'avoir aussi des marchés qui font pas grand-chose, qui restent quand même à des niveaux confortables en termes de prix. On n'est pas sur des plus bas quand même. Non, on n'est pas sur des plus bas, mais après l'impact de la bourse peut avoir un effet délétère quand elle s'effondre très vite et quand ça peut avoir la bourse action et quand il y a des effets de feedback avec du désinvestissement, de la peur dans le tissu économique réel. Sinon, c'est pas très important pour l'économie. Ça reflète. On est dans une situation, je crois, où personne ne peut trancher entre est-ce que ce qui nous attend, c'est une récession ? Est-ce que c'est de la stagflation ou est-ce que finalement la reprise est au coin de la route ? Parce que quand même, on a des mesures américaines qui sont pour beaucoup de gens étonnantes, donc la question est ouverte. Et cette incapacité à trancher entre ces trois scénarios, pour moi, elle se reflète dans la courbe des taux américaines qui est quand même à mourir de rire, parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. J'exagère un petit peu l'amplitude, mais enfin quand même, ça gondole. C'est ni pontifié, ni inversé. Ça dépend des parties. Et ça n'a pas vraiment de sens parce que personne ne sait très bien. Quelle sera la suite, moi, je crois qu'il y a un niveau d'incertitude sur l'avenir qui est extrêmement élevé et des banques centrales qui, en plus, nous disent ne prenez pas des paris trop importants parce que, je vous préviens, moi, je suis super souple. Je peux monter ou m'arrêter de monter. Elle ne parle pas de baisser, mais enfin, elle ne donne... Il n'y a plus de guidance... Voilà, donc en fait, ça veut dire qu'il faut... Les marchés reflètent bien la situation d'incertitude qui nous entoure, d'une certaine manière. Absolument. Oui, pour le coup, ils jouent leur rôle, ils ne sont pas déconnectés de la réalité comme on peut souvent l'entendre. On pourrait discuter de est-ce qu'ils sont au bon niveau. Voilà, absolu. Mais en termes de dynamique, ils reflètent effectivement la dynamique fondamentale actuelle, à savoir un piétinement dans l'ensemble avec... une attente. Une attente de quoi ? Alors c'est la question. C'est vrai que ce débat, est-ce qu'on est encore en phase de reprise ? Est-ce que c'est la stagflation ? Est-ce que c'est la récession ? Ça fait des mois qu'on en parle. Et l'été n'a pas changé grand-chose à ça. Vous êtes d'accord ? J'ai envie de dire que ça fait des années maintenant. La récession, on en parlait. Oui, la récession, ça fait au moins 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. 2 ans pour la récession. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu le mirage de la récession qu'on évoque, certains espèrent et qui ne vient pas. Alors d'autres sont contents. Et c'est un peu ce sujet-là qui drive les marchés. C'est-à-dire que 2022, si on refait l'histoire très rapidement, les taux ont beaucoup monté et globalement, c'était très compliqué pour toutes les classes d'actifs. 2023, on digère cette news et la grosse nouveauté, c'est que finalement, les entreprises ont été capables d'encaisser ces hausses de taux et de nous sortir des résultats assez importants. Et on parlait de ce qui s'est passé cet été. Bon, il y a quand même 2-3 éléments qui ne sont peut-être pas fortement impacté le marché, mais qui ont, à mon sens, permis au marché finalement de tenir. Il faut se rappeler que le S&P est quand même à plus 17, plus 18 depuis le début de l'année. Petite correction aurait été possible. Bon, quand on regarde les résultats des entreprises américaines, elles sont certes négatives sur le Q2, mais on attendait moins 8, ça sort à moins 3. Les surprises positives sont très positives pour le coup. Donc je trouve que ça, c'est quand même un enseignement assez intéressant qui nous donne finalement une forme de robustesse du marché. Et de l'autre côté, cette robustesse, elle crée un peu d'incertitude et un peu d'inquiétude, parce que le deuxième élément un peu marché qui me semble intéressant sur l'été, c'est cette hausse de taux qu'on a connue aux États-Unis. On est monté sur des taux à 4,30 alors qu'on était à 3,80, 3,70 il y a encore 2 mois. Parce que l'économie, finalement, allant mieux que ce qu'on pouvait craindre ou espérer en fonction de son point de vue, globalement, les taux se sont dit peut-être que la Fed n'a pas terminé ses hausses de taux, et la Fed, pour le coup, n'a pas vraiment rassuré.
Et on voit néanmoins, et ça je pense que c'est un peu la nouveauté, moi depuis quelques jours, on a eu les PMI flash qui ont été publiés la semaine dernière qui montrent quand même que ça ralentit. Aujourd'hui, on a eu des indicateurs sur l'emploi qui montrent que globalement, ça va un peu moins bien. Ça refroidit. Ça refroidit. Et paradoxalement, aujourd'hui, je trouve que le marché est en train de rentrer dans une situation où bad news is good news. C'est-à-dire que si finalement ça ralentit, alors la question c'est à quelle vitesse ça va ralentir, mais si ça ralentit, c'est pas si mauvais que ça pour globalement le scénario qui est cette problématique de hausse de taux des banques centrales qui devrait s'arrêter si ça ralentit un peu trop fortement. On voit d'ailleurs que les paris sont très équilibrés sur les prochains mouvements. Alors BCE c'est le 14 septembre pour la réunion de rentrée, la Fed c'est 19 et 20 septembre. On voit que les anticipations sur le mouvement de la BCE et de la Fed sont très équilibrées. Pour la BCE, à ce stade, c'est 50-50. Voilà. Comme on disait, c'est data dépendant, c'est-à-dire que les banques centrales, elles ne veulent pas se lier les mains. Mais globalement, c'est quand même intéressant de voir qu'on est sur un débat, à mon sens, qui est vraiment devenu très technique. Une hausse de taux ou pas du côté de la Fed, voire deux du côté de la BCE. Là, les hawkish, donc plutôt les Allemands, les Autrichiens, sont sortis un petit peu du côté de la BCE pour dire si, il faut monter les taux. Moi, je pense que dans quelques jours, on va voir les Espagnols, les Italiens qui vont arriver, qui vont dire non, c'est pas ça. Donc on est franchement dans la fin du mouvement. Et la vraie question, c'est de savoir si ce mouvement, qui est quand même historique, 500 BP de hausse de taux aux États-Unis en quasiment un an, est-ce que l'économie est capable finalement de digérer ça sans rentrer dans un ralentissement, voire une récession ? Et cette question-là, malheureusement, je n'ai pas la réponse et personne là. Et globalement, c'est un peu ce que le marché attend. Et paradoxalement, ce qui peut craindre aussi, c'est que s'il n'y a pas de récession, que les banques centrales soient obligées complètement de se retourner à ce moment de monter les taux. Mais ce n'est pas le scénario. Là, je trouve que les derniers chiffres sont plutôt à ce niveau-là rassurants, en disant que certainement l'activité est quand même en train de se Il y a quand même plusieurs faits. Enfin, il y a des confirmations. C'est-à-dire qu'en gros, la problématique pour la Fed, c'est qu'aujourd'hui, on a un policy mix qui est totalement inédit. Et ça, c'est le gros problème. Et on s'est rendu compte, quand on analyse les chiffres de croissance, c'est qu'il y a un invité dans cette croissance qui s'appelle l'investissement. Alors qu'en principe, effectivement, avec 400, 500 BP de hausse de taux, l'investissement ne devrait pas être à ce niveau-là. Des incitations fiscales absolument monstrueuses, donc les Bidenomics, etc., plus tous les plans d'infrastructure, plus tout le plan en fait consacré aux semi-conducteurs, etc. Vous mettez tout ça bout à bout, c'est pas loin de 1 600 milliards de dollars qui vont être injectés dans l'économie américaine sur les 10 prochaines années. C'est simple. En fait, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui font de la politique budgétaire expansionniste et ceux qui n'en font pas. Et c'est très simple. Qui n'en fait pas n'en fait pas. La Chine. Oui, d'accord. La Chine n'en fait pas. L'Europe n'en fait pas. Non. En termes relatifs par rapport aux États-Unis, on n'en fait pas. Mais non, mais c'est ça le truc. Il faut pas. Donc les États-Unis, on va à 6% de déficit sur PIB l'an prochain, peut-être même au-delà. Non, mais là, j'invite vraiment tout le monde à regarder les chiffres du CBO. Oui, mais allez-y. Les chiffres du CBO projettent effectivement un déficit. Donc Congress Budget Office, qui est un organisme indépendant, enfin pas indépendant, mais paritaire en tout cas. Voilà, et qui au sein du Congrès. Travaux en fait sur la trajectoire budgétaire aux États-Unis. C'est très simple. 10% de déficit en point de PIB à l'horizon, je crois, 2040-2050. Les 3/4 sont de la charge de la dette. Bon, ça vous donne effectivement un point, enfin du moins une espèce de référence sur ce que va être globalement l'état des finances publiques américaines. Mais ça continue, quoi. Globalement, pourquoi on a de la croissance ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a encore une fois un soutien budgétaire massif. Ça étant dit, globalement, la Fed, elle est en difficulté. J'ai de la croissance, j'ai de l'inflation, techniquement, je monte les taux. Bon, je peux pas, parce que si je fais ça, stabilité financière, la Chine ça va pas, rien ne va en Chine d'ailleurs, et ça on a la confirmation, ceux qui espéraient encore un rebond de la Chine, réouverture ou je sais pas quoi, donc là effectivement c'est le game est entre guillemets plié, les déboires entre guillemets des principales entreprises immobilières chinoises font que de toutes les manières pareil, Pékin est tiraillé entre soutenir l'économie et ne pas la soutenir parce qu'il faut encore purger les excès de capacité. On en est là. Et ils savent pertinemment que crise immobilière égale crise bancaire, égale crise économique, égale crise financière. Japon 95. Et donc, on est aujourd'hui dans une confirmation que, voilà, on a une économie américaine qui est en difficulté, du moins la Fed est en difficulté parce qu'on a un soutien massif budgétaire qui vient soutenir la croissance, et tant mieux, à la limite, pour les entreprises et pour l'économie. L'économie ralentit, mais ça, effectivement, le ralentissement ne se produit pas aussi vite. Et ça, Powell l'a déjà dit à plusieurs reprises, ça baisse, mais pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc, mécaniquement, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit tout simplement, vous savez, une croissance potentielle, une croissance effective, qui est au-dessus du potentiel. La condition sine qua non pour voir l'inflation sous-jacente baisser n'est pas remplie. Et donc là, Powell a été très clair. Au symposium de Jackson Hole, qu'est-ce qui va se passer ? Soit on continue de monter les taux,
Donc c'était l'avertissement qui n'a pas été entendu avec par tous les marchés. risques que ça comporte pour la stabilité financière, Exactement. Confère, SVB au mois de mars. Exactement. Soit effectivement le higher for longer prend tout son sens. Ouais. Et c'est la deuxième partie Ouais, qui a ouais. été effectivement Ouais. entendue, puisque toutes les baisses de taux qui avaient été anticipées par le marché pour le début de l'année prochaine ont été de nouveau décalées au Q2, voire Q3 de l'année prochaine. Aux États-Unis, on le racontait, alors c'est une stratégie pro-croissance financée à crédit, les Bidenomics, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, ils sont en train de passer de la Rust Belt à la Battery Belt. C'est ça, on va avoir là la Battery Belt aux États-Unis qui va préparer le véhicule électrique du futur et qui va venir remplacer la Rust Belt des cycles précédents. Bon. Stratégie protectionniste, enfin, c'est pas une Oui. découverte. Faut dire, Oui, non, mais ils ont toujours agi comme c'est ça. pas délirant ce que je veux dire comme politique économique venant des États-Unis. C'est Mais pas c'est même une, complètement c'est pas une anomalie. Non, c'est pas une anomalie, c'est complètement timé. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent récupérer le lead sur la batterie, sur le véhicule électrique, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement se passer de la Chine pour la production de batteries et donc, in fine, de véhicules électriques. On sait pertinemment quelles relations entretiennent effectivement les États-Unis avec la Chine. Il est hors de question de leur laisser effectivement ce lead-là. Donc on rapatrie tout. Les semi-conducteurs font également partie de ce plan. Les batteries électriques, enfin, tout ceci fait partie d'une logique protectionniste complètement assumée et qu'on n'arrive pas à répliquer en Europe. Et c'est pour ça qu'on lag. C'est pour ça qu'on sera toujours en retard. Valérie, vos commentaires et puis, je sais pas, l'étude des cycles qui est votre domaine d'expertise, je sais pas, sur ces 2-3 scénarios entre reprise ou poursuite de la reprise, stagflation, récession, qu'est-ce qu'on peut dire ou redire à ce sujet-là avec l'histoire des cycles ? Pour moi, le risque, pas pour ça qu'il va se matérialiser, mais le risque, c'est quand même la stagflation. Parce que dans mon étude de cycle, j'ai une inflation qui doit rester à des niveaux élevés pendant encore quelques années. Ouais. En fait, la période de baisse de l'inflation que l'on vient de connaître aux États-Unis, elle peut s'arrêter un peu à tout moment en début d'année prochaine. Voilà, il n'y a plus beaucoup de temps. Il faut commencer à imaginer que le gros du mouvement de désinflation est derrière nous. Est derrière nous. D'accord. Bon, maintenant, ça ne marche pas du tout sur les niveaux, mon travail. C'est vraiment en termes de rythme. Donc, à partir du premier trimestre de l'année prochaine, pour moi, on arrive à nouveau en période de reprise, de reprise des tensions inflationnistes. Alors, peut-être qu'elles ne seront pas aussi fortes, aussi vite que précédemment, mais c'est fin de la baisse. Et j'ai un cycle de taux long qui, lui aussi, m'indique que la hausse des taux longs n'est pas terminée du tout. Et que ce soit le cycle ou que ce soit l'approche purement graphique, ce que l'on a connu cette année avec des taux qui ont consolidé, mais en gardant un biais légèrement haussier sur les taux, c'est annonciateur d'une nouvelle vague de hausse. Donc, est-ce que ça sera 50 points de base, 100 points de base, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est ce que je favorise. Donc, est-ce que la croissance va être néanmoins au rendez-vous ? Et est-ce que, en fait, le cycle de la production industrielle, il n'y a pas encore grand-chose. On est à un moment du cycle où c'est super aléatoire, où il n'y a pas des forces sous-jacentes importantes qui peuvent nous porter longtemps. On peut avoir des périodes de reprise, mais ce n'est pas des choses qui vont créer des fortes dynamiques pendant encore un bon moment. Endogène. C'est pas soutenable à chaque fois. Bon, sauf si on est en décalage ou quoi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un risque déflationniste. Maintenant, j'ai juste un cycle qui est plat sur l'inflation, sur la production industrielle. Et néanmoins, j'ai des actions qui doivent monter. Dans cette configuration-là de marché. Bon, alors, je sais le marché ne va jamais là où on l'attend. Je sais que c'est un petit peu bizarre et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que bien entendu, je ne travaille pas les causes, je travaille les rythmes qui portent ces événements. Et voilà les rythmes tels qu'ils sont. Donc, on peut quand même imaginer des chemins qui permettent que 2024 soit correct sur les actions américaines. C'est quand même tout à fait envisageable. Comme on est
Comme il ne se passe pas grand-chose, justement, du côté industrie, il y a de la place pour l'imagination des investisseurs. Et ce qui fait bouger les marchés, c'est l'imagination, ce n'est pas les faits. C'est ce que les gens croient que les faits seront. Donc, il y a de la place pour faire des tas de choses différentes. C'est intéressant, Cyril, avec vos commentaires, bien sûr. Et puis, vous évoquiez quand même les publications d'entreprises. Ça reste quand même une matière première importante pour les marchés. Je regarde les profits des entreprises industrielles, sont quand même à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc dans l'industrie, effectivement, en tout cas du point de vue des marchés, du point de vue des entreprises cotées, qui se passe. L'IRA aux États-Unis, mais même en Europe, il y a quand même une tenue des secteurs industriels en bourse qui tranche d'ailleurs un peu avec ce qu'on peut entendre venant d'économistes ou d'observateurs de la vie économique. Oui, c'est vraiment une bonne surprise pour le coup, cette capacité qu'ont les entreprises finalement de profiter de l'inflation pour augmenter leurs prix, alors que les prix entrants des matières premières avaient certes augmenté à un moment donné, mais c'est plus le cas aujourd'hui, voire ça baisse significativement. Et donc ça leur permet de sortir d'une croissance des bénéfices qui est quand même, alors aujourd'hui négative en Europe et aux US, sur un an glissant, mais qui est très légèrement négative. On n'est pas sur du moins 15, moins 20. Et surtout, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que les États-Unis, sur le prochain trimestre, on recommence à avoir une croissance très légèrement positive. Le T2 a peut-être été le point bas pour les bénéfices des entreprises américaines. En tout cas, selon les analystes, si on se réfère aux prévisions, c'est ce que ça nous donne. Donc on a un scénario assez intéressant. Alors il faut aussi garder en tête qu'il y a quelques boîtes qui trustent, on va peut-être parler d'NVIDIA, puisque c'est la star du moment, mais il y a quelques boîtes qui trustent aussi ces très bons résultats. Mais on a le secteur énergétique qui pèse, après avoir beaucoup impacté positivement. Mais quand on regarde par exemple le Nasdaq, qui n'est pas uniquement les 7 plus grosses boîtes dont on parle, vous avez une dynamique bénéficiaire, donc vraiment la croissance des bénéfices à 12 mois, si vous regardez en évolution, qui progresse et qui progresse significativement. Donc les boîtes américaines, alors peut-être grâce à la croissance, peut-être par un pricing power, peut-être par je ne sais quoi, et c'est un peu la cause, on peut la chercher, mais le résultat, il est là. Et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui soutient le marché, parce que tous les trimestres, on a des bonnes surprises. Alors, peut-être qu'à un moment, ça s'arrêtera, et c'est là où il faut se méfier. C'est-à-dire que les marchés et l'économie ont quand même cette capacité, en quelques mois ou quelques semaines, de passer de quelque chose où globalement il ne se passe pas grand-chose à ça va très mal. Oui. On peut changer le monde du jour au lendemain sur les marchés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je faisais référence au PMI qui, pour moi, sont le meilleur indicateur avancé au niveau macroéconomique, qui commence à envoyer des signaux aux États-Unis en 50, le PMI Global Composite, donc qui inclut à la fois les services et l'industrie, qui aux États-Unis est à 50, en Europe on est à 47. En Chine, on n'a pas encore eu, mais en effet, les données chinoises ne nous montrent pas un optimisme extraordinaire. Donc, globalement, on a quand même une économie qui ralentit. Et quand ça ralentit, ça peut ralentir assez rapidement. Donc, je pense que, pour moi, le sujet des prochains... Alors, 2024, j'en sais rien. Mais pour les prochains, les prochains mois déjà. Les prochains mois, c'est vraiment de suivre, finalement, si cette économie, cet atterrissage qu'on est en train d'essayer de jouer et qu'on est plutôt en train de réussir, en tout cas, je trouve, va être atteint. Je ne vois pas, en tout cas de mon point de vue, une économie qui repart plein boom, le scénario très positif, que ce soit aux États-Unis, en zone euro ou en Chine, je ne le vois pas arriver pour les prochains mois. Pour moi, le débat, c'est plutôt un ralentissement, une croissance modérée, voire une récession si on est très négatif, mais pas une reprise très forte de l'économie mondiale dans les prochains mois. On arrive au point, alors je me tourne vers vous, l'économiste Mabrouk. Non, mais c'était le chiffre du jour, la croissance des salaires en Allemagne qui a été publiée pour le deuxième trimestre, qui sort à 6,6% sur un an, comparé à une inflation mesurée sur la même période en Allemagne de 6,5%. C'est-à-dire qu'on a une croissance réelle positive des salaires en Allemagne et qu'on va observer dans l'ensemble de la zone euro sur la deuxième partie de cette année 2023, ce qu'on n'a pas vu depuis 2021 en l'occurrence. Ça, c'est quand même un soutien pour le pouvoir d'achat des ménages. Ça a été le grand thème à travers le monde entier au cours de cette année 2023. Le pouvoir d'achat des ménages, objectivement, va retrouver un petit peu de soutien, sera moins sous pression. Est-ce que c'est quand même un facteur pour l'économiste que vous êtes de résilience, de poursuite de la résilience de l'économie, ou est-ce qu'un pouvoir d'achat qui s'améliore ne se traduit pas forcément par plus de consommation ? Ça peut être plus d'épargne. Ça peut être plus d'épargne. Sachant que les niveaux d'épargne sont déjà quand même à des niveaux stratosphériques par rapport à l'histoire en Europe. Non, mais il en faudrait beaucoup pour qu'on remette encore de l'épargne. Il faut voir d'où vient l'Allemagne aussi. Parce que l'économie allemande, l'économie manufacturière, effectivement, en tout cas avec un secteur industriel plus fort que
que ce qu'on a effectivement en France ou en Espagne. C'est le cas également de l'Italie. Et donc ces économies-là ont été durement touchées pendant le premier semestre par une contraction manufacturière. Donc en gros, le cycle économique est très curieux là aussi. Sa bizarrerie, c'est qu'on a un secteur des services en pleine expansion et un secteur manufacturier, lui, qui en revanche étant, on va dire, un peu dans les chaussettes en quelque sorte. On parlait de reprise en cas, je me souviens. Enfin, l'idée qu'il y a plusieurs. Voilà, c'est ça. Une économie à plusieurs régimes. Vitesse de croissance, notamment dans le secteur manufacturier et le secteur des services. Donc en fait, l'Allemagne, quand vous regardez les chiffres de croissance, là aussi c'est une catastrophe. Il y a moins 0,1, 0. Et puis là, de toute façon, le Q3, quand vous regardez des indicateurs entre guillemets qui font un peu de nowcast, ceux publiés par la Bundesbank, globalement, ce sera 0 également. Oui. Donc, il ne va rien se passer. Donc finalement, cette croissance des salaires, ça c'était attendu également. Les syndicats ont fait leur boulot, ont négocié effectivement une croissance des salaires qui était à minima, entre guillemets, voisine de l'inflation, l'inflation annuelle, et donc globalement, il n'y a pas de perte en pouvoir d'achat, mais il n'y a pas de soutien en quelque sorte massif. Et donc in fine, globalement, l'économie allemande n'est pas une économie tournée sur la demande, c'est plutôt une économie en fait plutôt centrée sur l'offre. Si on a des mêmes chiffres de croissance des salaires nominaux en France, en Espagne, en Italie et l'avion, ce sera une bonne nouvelle, parce qu'on a une consommation qui est plus forte, une épargne un peu moins forte. Mais si effectivement c'est pas le cas, mais on va l'avoir, Mabrouk. Pas sûr. Il n'y a pas de raison finalement qu'on ait finalement la même croissance des salaires finalement, qu'elle soit homogène dans la zone euro. On a une zone euro qui est très hétérogène finalement dans sa manière de négocier les salaires. Le syndicat allemand, effectivement, est extrêmement puissant, beaucoup plus qu'il ne l'est, effectivement. On a 5% de croissance des salaires en France, c'est à peu près ce qu'on attend cette année. L'inflation, quand même. Donc c'est ça le truc, c'est que globalement, c'est flat. C'est ce que je dis. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de soutien. Donc, d'accord. Flat veut dire, globalement, je ne vais pas attendre non plus un push de la consommation des ménages qui va être effectivement substantiel. Mais pas un effondrement non plus. Mais non pas d'effondrement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'on vient de citer. Le soft landing, en gros, tout le monde moquait les banques centrales à un moment donné, mais ça c'est la leçon en fait. Il ne faut jamais contredire une banque centrale. Quand elle dit un truc, on écoute. Voilà, Xi Jinping dit 5% de croissance est inatteignable, on écoute et le consensus s'obstine à dire que finalement on n'aura plus de 5%. Non, on n'aura pas plus de 5, on aura moins de 5, basta. Donc là, les banques centrales disaient effectivement, soft landing, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est ce qu'elles obtiennent. Alors, plus compliqué pour la BCE. Parce que zone euro, essayons plus hétérogène. Aux États-Unis, c'est un sans faute. Donc, globalement, pas d'effondrement de la croissance. Ajustement, effectivement, les entreprises ont pu bénéficier d'un contexte ultra-inflationniste. Il faut voir ce que ça donne au niveau des résultats d'entreprise quand il y aura moins d'inflation et quand elles vont devoir payer des salaires. Et là, évidemment, la donne va être différente. Alors, soit c'est inflationniste de nouveau, effet de bouclage, et donc là, effectivement, on repart sur un nouveau cycle de hausse des prix, ce qui va effectivement tendre tout le monde, notamment les banques centrales. Mais si on n'a pas ce genre de choses, ça veut dire moins de résultats d'entreprise, ajustement des marchés actions. C'est ça que ça veut dire, globalement. Donc, c'est pour ça que, globalement, on a un cosme qui est quand même assez flou, assez difficile à lire, puisque, encore une fois, ce sont des trajectoires qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Ça rappelle un peu les dynamiques chaotiques, ou les dynamiques un peu en bifurcation. On peut aller il y a plusieurs trajectoires possibles, et chacune d'entre elles est tout à fait probable. Il suffit de regarder un indicateur, une enquête sur le sentiment, effectivement, des investisseurs, le sentiment économique. Est-ce que vous êtes plutôt bearish, bullish, ou plutôt neutre ? C'est 33. Donc il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Les derniers points, quand vous regardez l'enquête, c'est véritablement zéro consensus. Les trois groupes se divisent, se répartissent de manière complètement équipondérée. Et donc il n'y a pas du tout, finalement, de vision claire qui se dessine. Ça se reflète dans les marchés de taux. Ça oscille de manière très rangy, en quelque sorte, avec un support haussier. Mais ça, c'est parce qu'aux États-Unis, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, ces plans de dépenses, il faut bien financer tout ça, avec effectivement le bouchon qu'a créé le debt ceiling par ailleurs. Donc il faut repartir, le Trésor américain repart à la conquête. Il y a un déluge d'émissions, oui, bien sûr. Vous regardez les tout au long de l'été, bien sûr. Statistiques, effectivement, ils font à peu près plus 500 milliards par rapport à ce qu'ils faisaient tous les mois, par rapport à ce qu'ils faisaient sur les 6 premiers mois de l'année. Donc tout ceci, il faut le placer. Donc c'est une tension haussière sur les taux, dans un contexte estival où il y a moins de liquidité, etc., un petit peu moins. Donc ça supporte effectivement une tendance haussière. Moi, je pense que le pic des taux longs a été atteint, effectivement, il est derrière nous, et que là, maintenant... La question, c'est jusqu'où est-ce qu'ils peuvent rebaisser ? Ils ne rebaisseront pas, alors sauf catastrophe, entre guillemets, nucléaire, évidemment. Oui, mais les taux qu'on a vus à des niveaux qui touchaient les planchers, non. En principe, non. Vous avez plus d'inflation, vous avez une croissance qui tient un peu. Donc, mais tout ceci... à 10 ans, c'est ridicule. C'est globalement 4% en 10 ans, c'est pas beaucoup, mais en même temps... C'est moins que la moyenne. Oui, mais la moyenne, le problème, c'est qu'avec une pente qui n'a pas arrêté de baisser des taux qui n'ont pas arrêté de baisser pendant 40 ans, la moyenne, on ne sait pas la calculer sur les taux. Sur le 10 ans.
Oui, mais justement, le 10 ans n'a pas arrêté de baisser sur 40 ans. Donc placer une moyenne dessus, c'est compliqué. Donc, mais in fine, 4%, oui. Alors, le taux neutre aujourd'hui aux États-Unis, quand vous regardez les travaux de la Fed de San Francisco, il est à 1,2. Donc, 4% de taux long, oui, pourquoi pas, c'est compatible. C'est le moment d'en racheter du coup là. Enfin, on est toujours dans cette idée. Ça, c'était un argument. Alors, j'ai plus les vues précises de chaque maison après la coupure estivale, mais c'était quand même le discours qui devenait de plus en plus consensuel au démarrage de l'été. À 3,80, 3,90 sur le 10 ans américain. Voilà, beaucoup commençaient à au moins envisager de reprendre de la duration. Est-ce que c'est le cas chez vous, chez Sansot? Et effectivement, est-ce que la correction obligataire qu'on a eue cet été sur les taux longs américains, est-ce que c'est une porte d'entrée là pour charger un peu de rendement pour la suite? Oui, je trouve que c'est à 4,20 là sur le 10 ans US. On a de la valeur. Alors, je trouve qu'on l'avait déjà à 4, parce qu'après, on peut débattre à 3,80, 4,20. Ça fluctue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on capte un rendement, et ce portage, il va vraiment nourrir finalement la performance de la classe d'actifs. On a aussi une protection, parce qu'on peut-être pas dans une situation nucléaire, mais on peut peut-être espérer que si ça se passe un peu moins bien sur la croissance et que l'inflation finalement se dégonfle, on redescende peut-être à 3 sur un stress. Donc ça fait quand même un gain de 100 BP sur des obligations qui ont une sensibilité de 7-8, ça vous fait gagner 7 ou 8%, donc c'est non négligeable. Donc je trouve que la classe d'actifs, alors je parle bien de la classe d'actifs obligataire américaine. Américaine. À 4%. Sous-entendu, pas européenne. Sous-entendu, non, mais voilà. À 4% sur du 10 ans américain, je trouve que ça a de la valeur en absolu. Et dans une construction de portefeuille, ça en a d'autant plus. Et c'est pour ça que si on prend l'OAT ou le Bund, on a des rendements qui sont un peu plus faibles, une visibilité qui est moins bonne et sur lequel j'ai un peu moins de conviction. Donc aujourd'hui, nous, dans nos portefeuilles, on privilégie plutôt les États-Unis pour reprendre de la sensibilité. C'est pas non plus une position, on va dire, on est sur du neutre plus, on n'est pas sur une vision. Je comprends, c'est pas agressif. On n'est pas encore agressif parce que on voit bien qu'il y a quand même de la volatilité. Et moi, je suis on a vu cet été, oui. Je suis quand même frappé sur le fait que on a pris 50 BP sur le taux US 10 ans. J'ai envie de dire comme si de rien n'était. Donc on reste quand même. Il y a un choc de taux réel en plus. Là, effectivement, c'est vraiment. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais globalement, et c'est ce que toutes les maisons pour le coup poussent aujourd'hui, et je le trouve avec raison, c'est le retour de l'obligataire. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, et c'est pas le plus sexy, mais c'est le monétaire. Aujourd'hui, on a du monétaire en zone euro à 3,50 ou 4%. Du monétaire, c'est du sans risque. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui change la donne par rapport à tout ce qu'on a connu au cours depuis 2007-2008. C'est qu'aujourd'hui, attendre, alors certes, par rapport à une inflation, on est peut-être encore ça mange un peu, mais pas grand-chose. Et j'ai le sentiment, en tout cas, je pense que l'inflation globale va continuer à se normaliser en zone euro, peut-être pas aussi rapidement qu'aux États-Unis, mais va continuer à se normaliser. Et que par conséquent, acheter du monétaire aujourd'hui entre 3,5 et 4% sans risque de taux et avec une visibilité, parce que je ne vois pas pour le coup la BCE baisser les taux fortement au cours des prochains mois, c'est un vrai intérêt dans le monde obligataire. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui me semble très intéressant dans une construction de portefeuille, d'avoir une poche monétaire. On a des positions d'attente dans cette phase d'incertitude qui permettent quand même de dormir et de passer la journée et les semaines. Valérie Danda, c'est ce que je demande à tout le monde, ce qui vous marque en cette rentrée sur les marchés. Vous m'avez écrit « Je suis impressionné par la fermeté des actions italiennes ». C'est vrai que j'ai repris la performance du MIB. C'est un des indices leaders dans le monde, développé. Aujourd'hui, c'est plus 20%. Je crois qu'il y a le Japon qui doit faire un plus 20 aussi en devise locale, évidemment. Le quoi ? Il me semble que la Pologne aussi fait... La Pologne, oui, alors peut-être. Non, mais c'est booming à l'Est, évidemment. Non, mais bon, l'Italie, c'est quand même notre troisième marché, quoi. C'est notre devise aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le MIB italien, puisque c'est l'indice action qui reflète effectivement la performance de la bourse italienne. Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je n'analyse pas tellement ces choses-là, mais cela dit, je pense que c'est un indice qui est relativement value, comme on dit, il y a beaucoup de banques, il y a quand même un petit peu d'énergie, des services à la collectivité. Alors ça, c'est pas très bien tenu partout, les services à la collectivité, mais enfin, ça n'a pas non plus baissé. Donc, c'est un bon rendement, donc il faut faire attention quand on regarde des indices en prix. Donc voilà, je pense qu'ils ont déjà une bonne composition sectorielle au sein des indices européens. Parce qu'ils sont en très très forte surperformance par rapport au Stoxx 600, qui est donc notre indice le plus équilibré en Europe.
Et pour moi, ça pointe bien le fait que, quand même, les pressions à la hausse de taux, c'est bien ce qui est sous-jacent dans la structuration des portefeuilles qui font le marché actuellement. Et si- Enfin, ça va dans le même sens pour moi. Donc C'est cohérent. C'est bien, cohérent. on n'a pas le même avis. Mais pour moi, c'est cohérent. Oui, l'AEX qui a été l'indice. Donc ça, c'est Pays-Bas, ça ? Donc l'indice d'Amsterdam, donc qui bénéficiait d'ASML. Cette année, il est en très forte sous-performance. Bon, c'est pas la seule valeur, mais c'était quand même une composante très importante de sa surperformance. Donc, parfois, ça peut être difficile parce que les valeurs technologiques, elles ont eu quand même un très fort rattrapage cette année. Mais quand on regarde au niveau des indices pays, il y a vraiment des changements importants dans ce qui est en train de se passer. Le SMI suisse, il fait rien. Il fait plus rien. Il fait plus rien. S'il faut choisir un indice, si on veut acheter des actions européennes et choisir un indice, c'est l'Italie pour vous aujourd'hui. Ah ouais. S'il faut prendre un risque, je le prends sur l'Italie, parce que soit tout se pète la gueule. Bon. Et d'ailleurs, c'est pas incompatible, parce que oui, parce qu'en fait, on est quand même fin août, donc on peut pas ignorer que si vous voulez. Si on doit sortir de la glu là, dans laquelle on est obligé d'avoir un faux départ dans un sens ou dans l'autre. Parce que là, tout le monde est calme, tout le monde a fait la sieste, tout le monde a pris ses positions sans avoir des convictions très fortes, etc. Il faut qu'il y ait une bonne grosse peur qui force les gens à faire des choses dans lesquelles ils ne croient pas. Et pour qu'après, on puisse avoir... on a besoin d'un passage émotionnel pour pouvoir créer de la vitesse. Sans un passage émotionnel, c'est pas possible. Alors, il n'y a pas assez d'émotions fortes dans le marché aujourd'hui. Zéro émotion forte dans le marché aujourd'hui. Enfin, les gens qui étaient actionnaires d'Evergrande, je ne sais pas où... Enfin, il faut être casino. Donc, enfin, c'est des boîtes, des trucs en faillite. Donc... non, sinon sur les marchés, quand on a un portefeuille de big cap, il n'y a pas d'émotion forte. Donc il faut avoir cette émotion forte. C'est pour ça qu'on peut avoir un mois de secousse en Europe avant qu'on puisse développer une tendance haussière à nouveau l'année prochaine. Mais des banques centrales qui secouent un peu le cocotier et qui ont un temps un petit peu plus ferme, tout le monde, tout s'effondre. Et puis après, on a une autre nouvelle qui laisse penser que, oui, elles vont monter les taux, mais quand même, il vaut peut-être mieux justement avoir des actions que des taux, parce que... Oui, non, mais c'est sûr. Parce que ça dépend de la capacité de l'économie à absorber cette hausse de taux, justement, et qu'il suffit... Et dans les actions, il vaut peut-être mieux avoir certaines actions, certaines typologies d'actions, plutôt que d'autres. C'est sûr qu'en plus, quand on a une faible croissance et un régime inflationniste qui reste haut, qui correspond à ce scénario-là, il faut vraiment faire un stock picking avancé. Un mot d'NVIDIA, effectivement. Alors, effectivement, il y a la croissance, les styles croissance se sont peut-être un petit peu essoufflés, mais il y a quand même l'aspect tech américaine avec les résultats d'NVIDIA qui ont, là aussi, marqué la semaine dernière et marqué les esprits en cette rentrée. Comment vous avez lu moi, ça me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand Apple publiait ses trimestriels, c'était pas un événement d'analyste ou de stock picking, c'était un événement macro. Et j'ai l'impression qu'NVIDIA, ça devient un petit peu ça. C'est le benchmark de l'intelligence. Voilà. Donc, comme c'est le thème majeur de cette année 2023, qu'est-ce que vous avez lu dans la publication de NVIDIA ? Est-ce que c'est simplement une confirmation de ce que le marché avait déjà largement anticipé ces derniers mois, ou est-ce que ça donne du grain à moudre pour quelque chose d'encore plus soutenable ? Par rapport au consensus, on était largement au-dessus du consensus dans les données, j'ai envie de dire les hard data, les données réellement publiées. Après, par rapport au sentiment de marché, c'est quand même intéressant de voir la réaction de cette société, puisqu'il y a la publication. Avant l'ouverture, l'action monte fortement. À l'ouverture, on monte déjà un peu moins et on clôture finalement dans le rouge. Ouais. Donc, malgré finalement une très bonne surprise par rapport aux chiffres annoncés, par rapport aux attentes des investisseurs, sur cette journée-là, globalement, ça a plutôt dégonflé. Maintenant, c'est une boîte qui a fait 250% depuis le début de l'année. Donc, 7% de baisse ou 4% de hausse, c'est pas grand-chose pour elle. Ce qui est le plus important,
c'est finalement, je trouve, la confirmation qu'aujourd'hui, avec Nvidia, l'intelligence artificielle, il faut plus la jouer par les vendeurs de pelles et ceux qui vont finalement fournir le matériel pour produire cette intelligence artificielle que ceux qui sont vraiment directement exposés à l'intelligence artificielle. Parce que les grands gagnants, voilà, c'est les semi-conducteurs, on parlait d'ASML, etc., toutes ces boîtes. Bon, globalement, c'est elles. Aujourd'hui, sur les boîtes vraiment purement intelligence artificielle qui sont 100% sur ce business-là, c'est plus compliqué, c'est très volatile, ça reste extrêmement volatile. On n'a pas des résultats de cet ordre-là du tout. Donc, je trouve que Nvidia, je disais, c'est une benchmark de l'intelligence artificielle, mais c'est le benchmark aussi parce que c'est le moyen le plus simple de s'exposer à cette thématique-là. Demain, c'est ceux qui vont nous équiper qui vont équiper effectivement, notamment les serveurs en l'occurrence pour. Il y a des secteurs, par exemple, un secteur que je trouve très intéressant, c'est le secteur de la santé. Ouais. L'intelligence artificielle, devrait être, alors je dis devrait mais ça devrait être un vrai game changer. On va prendre le cas typiquement des cancers, etc. Aujourd'hui, on est encore sur des aspects assez rudimentaires. Enfin, rudimentaire, on peut faire bien mieux. L'intelligence artificielle va pouvoir finalement récupérer d'énormes quantités de données et pouvoir bien mieux détecter les cancers. Bon, là, si vous êtes la boîte qui a développé cet outil-là, vous êtes assis sur une mine d'or. Néanmoins, pour l'instant, on ne sait pas à quelle boîte. Et sur les 10 ou 15 qui sont là-dessus, il y a encore beaucoup de volatilité et beaucoup d'incertitudes. Et que la manière la plus simple de le jouer, c'est finalement... Ça reste encore ce cercle, effectivement, des semi-conducteurs, pour dire les choses. Exactement. Ouais. Ça, c'est un temps, j'ai envie de dire, c'est un peu comme beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a ce temps où c'est plus facile. Et puis, à un moment donné, il faudra faire le switch pour aller se positionner sur ces boîtes-là. C'est peut-être encore un peu tôt. En tout cas, le risk-reward ne me semble pas le plus pertinent sur cette thématique pour aller se positionner sur vraiment ceux qui vont être le plus directement exposé à l'intelligence artificielle. Bon, équilibre des portefeuilles, logique d'investissement, là en cette rentrée. Poursuivez, Cyriac, donc on a compris. Taux long américain, c'est intéressant dans une construction de portefeuille aujourd'hui, du monétaire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans un portefeuille global aujourd'hui? Où est-ce qu'on est à l'aise? On est un peu sous-exposé actions aujourd'hui, de manière plus tactique, en se disant qu'on n'est pas à l'abri, en tout cas, d'une petite respiration. Alors, de 5, 7, voire 10%, on n'était pas loin sur l'Europe. Ça quand même, voilà, nous, c'est plutôt le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un vrai rallye des marchés actions depuis le début de l'année. On peut avoir une petite baisse et qu'il faut avoir un peu de monétaire pour pouvoir se redéployer sur les actions sans tomber dans un excès d'optimisme en disant qu'il faut se mettre full sur les actions, mais voilà, être un peu sous-exposé. Et je trouve, même si c'est pas le plus sexy, que le crédit, avec rémunère toujours. Rémunère, vous avez du high yield qui va être à 6, 7, 8%. Si on n'est pas dans le scénario catastrophe de décrochage violent avec une récession profonde, finalement, on est capable d'encaisser une petite hausse des taux de défaut. Et donc, je trouve que le crédit en fonds de portefeuille, alors crédit à yield, garde de la valeur avec une sensibilité qui est quand même assez sympathique, puisque avec 2 ou 3 de sensi, vous affichez des rendements qui sont quand même entre 6 et 7. À Brooke. Juste sur Nvidia s'est fait stopper par Powell, c'est aussi extraordinaire je trouve. Donc ça a publié le même jour, Jackson Hole, Powell dit effectivement... C'est notre débat hier, qui est le plus fort, Nvidia ou Jérôme Powell? Nvidia, Powell, Powell arrête c'est pas les mêmes catégories. Powell est le maître du monde, faut pas l'oublier, donc il décrète, effectivement, c'est lui qui donne un peu la direction. Donc, et puis surtout, c'est que je rejoins Cyriac, c'est qu'il y a... On ne sait pas ce qu'on va faire de ce truc-là pour le moment. On ne sait pas d'où ça... De qui? De Powell ou de Nvidia? Non, Powell. De Nvidia. Nvidia, non mais l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même extraordinaire ce thème. C'est comme le, comment on appelle ça, la blockchain, etc. C'est le grand thème, machin. Ça allait révolutionner tout et n'importe quoi. Des notaires en passant effectivement à la visite médicale. C'est moins le cas aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, donc ça s'est épuisé. Donc il y a l'épuisement finalement qui va arriver, qui va frapper Nvidia. Donc ça a été clairement expliqué. Et cet épuisement finalement devrait effectivement laisser le temps à la réflexion pour pouvoir voir de quelle manière ça va changer notre mode de production. Parce que c'est un peu ça, in fine, c'est qu'à la fin, on produit des biens et des services. Et est-ce que ce truc-là qu'on appelle l'IA va changer quelque chose? C'est une vraie question, on ne sait pas pour le moment. Donc on fait un pari sur le futur et on achète un profit futur. C'est ce que font les marchés, ils profitent, effectivement, ils font un pari sur cette croissance quasi exponentielle. Il y en a qui se ruent pour acheter les GPU de Nvidia aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas, ils les achètent.
achètent massivement. Pour acheter des barils de pétrole, etc. Donc bon, ça s'est déjà vu par le passé. Alors en termes d'exposition, d'allocation, il y a un point, toujours pour rester dans l'univers obligataire, il y a une zone en fait qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est la zone émergente, notamment l'Amérique latine, parce que eux ils baissent leurs taux. Ouais. Et en fait, ils ont déjà commencé à baisser des taux. Donc plusieurs banques centrales d'Amérique latine, déjà de second ordre, enfin de second rang, on va dire, ont baissé leurs taux de manière parfois assez massive. On pense notamment au Chili, par exemple, et le Brésil a empoisé le pas il n'y a pas très longtemps. Donc là, on a un marché obligataire qui, effectivement, affiche en devise locale, encore une fois, des performances qui sont assez positives. Et quand on regarde les flux, notamment sur ce marché, ce qui est très intéressant, c'est que ça attire les capitaux, ça attire effectivement les investisseurs. Ils disent, écoutez, effectivement, il y a des banques centrales qui vont être dans une direction, parce que généralement, quand une banque centrale, on revient avec des niveaux de taux qui sont très élevés. Hein. Au Chili, c'était des taux à 2 chiffres. Hein. Et donc, du coup, in fine, quand ils baissent, ça baisse one way, ça baisse fort. Et donc, mécaniquement, ça profite au marché obligataire. Et en attendant, effectivement, parce que ces banques centrales devancent toujours effectivement la Banque centrale américaine, en attendant que la Fed fasse son move qui ne devrait pas arriver avant l'année prochaine, on va chercher effectivement des poches d'investissement comme en Amérique latine. Le Brésil, franchement, ça se passe très bien. Ah ouais. Brésil qui a été une des premières banques centrales émergentes à monter ses taux avant la Fed. Voilà, avant la Fed, et ils ont des résultats en matière d'inflation qui sont extrêmement intéressants. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natixis ICM, Cyriaque Dayan, Sanso IS et Valérie Gastaldi, Day by Day, étaient avec nous dans ce studio. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse reste le quart d'heure thématique avec un thème ce soir qui nous amène à évoquer les actions américaines. Thierry Gill est avec nous en plateau, le président de Raymond James EuroEquities. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravi de vous retrouver dans cette semaine de rentrée, en tout cas pour l'émission Smart Bourse. Et donc on dresse un état des lieux des grands marchés, du marché action américain. La question, c'est d'ailleurs le titre de notre entretien, de notre discussion, Thierry. J'ai mis Wall Street, un été pour rien, point d'interrogation. J'ai regardé le niveau du S&P, on est peu ou prou sur les niveaux qu'on connaissait à la fin du mois de juin. Oui, c'est à peu près ça, avec des disparités quand même, dans le sens où la bourse américaine, si on prend comme référence, c'est pas l'été, mais à partir de Memorial Day, donc à partir du mois de mai jusqu'à peu près aujourd'hui, a plutôt bien tiré son épingle du jeu à la montée d'à peu près presque 5%. Là où les marchés européens ont été quand même beaucoup plus faibles. L'Eurostoxx a perdu presque 2,5, le CAC a perdu 1,5. Donc le marché américain s'en est plutôt bien sorti. Alors vous êtes venu avec un graphique justement. Alors on va prendre la période, c'est la période Memorial Day, Labor Day, c'est ça qui vous intéresse, avec alors différents benchmarks, différents indices américains qu'on va pouvoir afficher. Donc Memorial Day c'est fin mai, c'est ça. Labor Day aux États-Unis, j'ai vu le 4 septembre. C'est lundi prochain. C'est lundi prochain. Et alors sur cette période, ça c'est la performance historique moyenne des indices américains. Alors que vous avez décomposé avec effectivement, il y a des indices growth, des indices value, des indices mid cap, des indices large cap, etc. Mais bref, tous les indicateurs du marché américain sont historiquement en moyenne dans le vert sur cette période Memorial Day, Labor Day. Absolument. C'est une période où en fait, et on le voit sur ce graphique, il y a aussi bien de la croissance ou de la value. Au milieu, vous avez effectivement la performance du Standard & Poor's 500 qui a monté de 4,8%. Et c'est là donc où je vous expliquais que finalement, sur cette durée, le marché américain s'est finalement pas trop mal défendu. On sait que c'était en grande partie lié à une partie de la tech. Mais encore une fois, je parle d'une période qui a démarré au mois de mai. Les performances des grosses valeurs de tech cet été ont été un petit peu plus étales en quelque sorte. Hormis deux noms, Nvidia et Tesla, les autres valeurs qui avaient déjà bien payé sur la première partie de l'année 2023 ont plutôt marqué le pas. Et c'est intéressant parce que moi j'ai toujours le sell in May and go away, mais en fait, en tout cas, il faut peut-être vendre d'autres marchés, mais il ne faut surtout pas vendre le marché américain au mois de mai. Sell in May and go away, c'est une expression que je fréquente depuis de nombreuses années, qui sonne bien à l'oreille, mais qui n'est pas jamais prouvé sa véracité. Très sincèrement, les marchés américains sont généralement plutôt porteurs sur les fins d'année. On sait que la période août, septembre, octobre, on est en plein dedans, est une période plutôt molle pour les marchés, ce qui est le cas. Le mois d'août le confirme. Ouais. Juillet avait été assez solide. Voilà. Octobre est un mois qui est tristement célèbre, mais qui correspond souvent au point bas des marchés. Donc voilà, mais les années ne se ressemblent jamais totalement.
Bon, si on essaie d'anticiper au-delà de Labor Day, effectivement, donc au-delà du 4 septembre, c'est la nouvelle période qui va commencer. Memorial Day, Labor Day, c'est positif. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite ? Quel état des lieux vous dressez du marché américain, de ses forces, ses faiblesses ? C'est vrai que dans les phénomènes marquants de l'été, il y a eu la saison de publication des résultats du deuxième trimestre, qui est d'ailleurs encore en cours. Best Buy publiait aujourd'hui, par exemple. Nvidia la semaine dernière. Salesforce demain. Donc il y a quand même encore des poids lourds, et en tout cas des entreprises emblématiques du marché américain qui publient. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séquence de publications tirées ? Est-ce que le T2 américain aura été le point bas des bénéfices des entreprises américaines ? On n'est pas loin de le penser. C'est-à-dire que sur le Q1 avait déjà vu aux États-Unis des résultats qui étaient en fait meilleurs qu'attendus. Et on a vu un point d'inflexion vraiment à l'issue de ce trimestre. On s'interrogeait, il y avait un effet surprise sur le Q1. Au Q2, on s'attendait peut-être moins à un effet surprise, et pourtant, on l'a malgré tout eu. Ce sont globalement des bons résultats. Quand on regarde en fait ce qui a payé en fait depuis sur la période que j'évoquais avec vous, on se rend compte que finalement, ce sont les valeurs cycliques qui ont tiré leur épingle du jeu sur le marché américain. C'est-à-dire les industriels, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire les valeurs financières, ce qui est assez logique, ce qui correspond un peu au scénario qui aujourd'hui fait relativement consensus sur le marché, c'est-à-dire en fait le fameux scénario du soft landing. Voilà. Rappelez-vous, il y a fin d'année dernière, beaucoup de gens pensaient que les 6 premiers mois de l'année, les marchés allaient s'effondrer, qu'on allait avoir une récession, que les taux allaient baisser. C'est passé exactement l'inverse. Donc il faut être très prudent sur les anticipations. La difficulté maintenant, c'est d'essayer d'anticiper comme toujours cette fin d'année, ces 4 derniers mois. Mais donc les valeurs cycliques ont vraiment tiré plutôt leur épingle du jeu. Les valeurs défensives, par contre, ont marqué le pas. Je pense à la santé, je pense à une partie de l'immobilier, pas tout, mais une bonne partie de l'immobilier. Voilà. Donc la vraie question aujourd'hui, elle repose un petit peu sur la lecture à la fois de l'inflation et de la macro. C'est vraiment la clé. Et à ce sujet, sur l'inflation, on le répète chez nous depuis de nombreux mois, je ne peux pas dire que ça n'est plus un sujet, mais c'est vraiment ancré. Alors, beaucoup de nos clients nous avaient demandé la semaine dernière qu'est-ce que Powell va dire. Sur quoi j'ai répondu un petit peu par une pirouette en disant Powell, il va surtout attendre les chiffres de cette semaine, c'est-à-dire jeudi, comme vous le savez, la lecture de l'inflation, qui est la lecture préférée de la Fed. PCE, Voilà. Et globalement, si vous sortez un chiffre core à 0,2, le chiffre brut, il sera pas très bon, autour de 0,7, parce qu'il y a eu pas mal de... les retailers vont avoir un impact plutôt négatif. Entre autres, il y avait l'Amazon Day qui peut avoir un impact négatif. Mais la lecture core, on attend à 0,2. Si c'est un mois sur l'autre. Ouais, c'est du month over month. Si vous sortez 0,2, ça sera bien. Parce que là, on sera plus sur un phénomène mensuel, mais sur une tendance à 3 mois. Et là, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas se dire l'inflation est en voie de résolution. Il l'a signalé dans son discours rapide de Jackson Hole. Donc il regarde évidemment les mesures d'inflation traditionnelles, et puis il y a des mesures expurgées. Donc maintenant on regarde le Core Services ex Housing. Donc c'est l'inflation dans les services cœurs en dehors des phénomènes immobiliers, en dehors de l'immobilier, du logement, du poids du logement dans les indices d'inflation. Sur cette métrique-là, Jérôme Powell a affirmé qu'il y avait des signes encourageants, ce qu'il ne disait pas il y a encore un mois ou deux. Oui, il y a une évolution qui est importante. La composante immobilière dans l'inflation américaine, c'est à peu près, je dis bien, 45% de l'indice. La composante salariale, c'est l'autre impact. Ça, c'est le deuxième chiffre très important. Vendredi, on est le premier vendredi du mois, donc traditionnellement, chiffre du chômage américain. Et là, il faudra voir l'évolution des salaires. Si on est sur un rythme, ce qu'on avait le mois dernier, 35 bips, si vous l'annualisez, ça vous met 4,2, ça sera acceptable. Ouais. En fait, tout l'enjeu de la Fed, c'est de réussir cette espèce de tour de passe-passe où, et ça sera vraiment mettre au crédit de Powell, qui a démarré un peu tard, mais qui pour l'instant a pris la mesure des choses, c'est que si vous êtes sur une inflation que vous arrivez à contenir, et il veut ces 2%, le discours de la semaine dernière, c'est ça ne sera pas 3%. Il va essayer de s'approcher de 2. Et que de manière concomitante, vous arrivez à avoir un niveau de chômage qui sera acceptable. La Fed, je pense, se satisferait d'un niveau de 4,2, 4,3, 4,5 l'année prochaine. C'est des chiffres qui nous font rêver en Europe. Ça serait, si le prix à payer, c'est de passer 3,5 à 4,5, il aurait gagné son pari. Oui, on est loin du niveau de douleur qu'on imaginait il y a encore quelques mois. Si on arrive à stabiliser les prix et 4,5 de taux de chômage aux États-Unis, vous dites que ce sera une victoire pour la Fed. Oui, ce sera objectivement une victoire pour la Fed. Et ça se présente plutôt bien. Voilà. Après, tout l'enjeu et les débats suivants, c'est le débat d'effectivement récession par récession et
Oui, c'est ça. Quel niveau de douleur, par quel niveau de douleur il faut passer, ou de refroidissement de l'économie il faut passer. De ce point de vue-là, il y a toujours. Alors, ça commence à faire longtemps qu'on en parle maintenant, mais dans les marchés, il y a toujours ce facteur technique de la courbe des taux. Et une courbe des taux aux États-Unis qui reste quand même très inversée. Alors, tout dépend effectivement les écarts qu'on prend et qu'on regarde. On peut regarder 3 mois, 10 ans, on peut regarder 2 ans, 10 ans, généralement, c'est ça. Donc, on voit cette courbe de taux, cette inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Là aussi, il faut mettre un peu les choses en perspective. Vous dites, et ce que disent les stratégistes que vous suivez chez Raymond James, Thierry, c'est que le problème, c'est pas l'inversion de la courbe des taux. Généralement, le problème, il arrive quand la courbe des taux commence à se repentifier. D'où ce graphique. Effectivement, vous voyez à l'écran toutes les zones qui sont grisées sont des. Alors, ça remonte jusqu'aux les récessions, généralement, oui. Sont des récessions. Et la ligne bleue, en fait, c'est le différentiel taux 2 ans, taux 10 ans. Vous voyez qu'en fait, les lignes grises n'apparaissent que lorsque les lignes bleues sont repassées au-dessus d'une zéro positif par la ligne noire. Ouais. Voilà. Donc, on se porte forcément à aujourd'hui. On regarde sur la partie droite du graphique et on voit que la ligne bleue a atteint un niveau de moins 100 BP. C'était fin juillet. Et donc, toute la question c'est de comprendre déjà pourquoi est-ce que les taux 10 ans se sont retendus en début de mois. Alors, nous, on fait une lecture un peu différente. On pense que ce n'est pas tant lié à l'activité économique que certains phénomènes techniques. Un des premiers, c'était effectivement les Japonais qui ont modifié leur taux directeur et qui a eu pour impact. C'est ce que dit notre stratégiste. Il dit quand vous avez des économies comme le Japon, alors c'est plus vrai sur la Chine, tournées vers l'extérieur et qu'à un moment donné ils veulent défendre leur monnaie, ils vont vendre en quelque sorte leur bijou de famille, qui est souvent la dette souveraine américaine. Et ceci a contribué en partie à une relative fermeté du taux 10 ans américain. Alors après, la lecture, c'est qu'est-ce qu'on fait du taux 2 ans. Là, l'interprétation que nous on en fait, c'est plutôt sur les raisons techniques, car vous savez que depuis la mi-juin dernier, le gouvernement américain a décidé effectivement de déplafonner la dette, donc ça permet au Trésor américain de d'émettre comme jamais, d'émettre, mais sur des échéances courtes, 2-10 ans. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ce spread. Quand est-ce que ce spread va repasser positif ? C'est pas dans 2 ans, mais c'est pas dans les 3 mois. Donc, il va se passer un certain nombre de temps, et c'est pour ça que nous, on est dans une optique de penser qu'on pourrait avoir, si récession il y a, et on fait partie de ceux qui pensons qu'on aura une décélération assez sensible, on n'est pas forcément dans le camp du soft landing, et ça sera probablement dans le courant de 2024, voire plutôt dans le deuxième semestre. Donc il y a du temps. Et donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre... Et voilà, j'allais dire, est-ce qu'il est déjà temps d'organiser les portefeuilles dans la perspective probable ou possible d'une récession, d'une décélération plus marquée qui enfoncerait un peu l'idée du soft landing, ou est-ce que pour l'instant, il faut rester dans le schéma soft landing tel qu'on le constate, on verra ce que donne l'emploi américain ce vendredi, mais est-ce qu'il faut rester avec des stratégies d'investissement qui restent dans ce monde-là du soft landing ? Je réponds un peu par une pirouette, dans le sens où je pense qu'il est compliqué de savoir, et on ne saura probablement pas avant la fin d'année, quel scénario va prévaloir. Franchement, c'est difficile de savoir aujourd'hui, soft landing, chacun ses convictions, ou mal... Récession, stagflation, on en discutait avant, c'est du un tiers. Hein, voilà. Donc une manière, je pense, d'aborder, je parle des marchés américains, c'est essayer d'aller trouver des thèmes, et c'est ce qu'on essaye de faire chez nous. Donc pour répondre à votre question, je pense que c'est bien évidemment prématuré d'anticiper une récession, et on verra en novembre, décembre, ce qu'on aura eu à se mettre sous la dent avec les chiffres sur l'inflation. Et donc je préfère me focuser en fait sur des thèmes, et il y en a 3 qu'on regarde en ce qui nous concerne. Il y a le thème de la cybersécurité encore et toujours, et les résultats de Palo Alto publiés il y a une dizaine de jours vont dans ce sens. C'est un thème qui reste très porteur. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Vous l'avez évoqué dans l'entretien avant avec Nvidia. Nous, on reste toujours acheteurs, même dans les cours actuels. C'est vrai que ça a monté de 220% ou un peu plus depuis le début d'année, mais on pense qu'il y a encore de la place. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est le reshoring. En fait, c'est la politique de Biden. Voilà, c'est à peu près les 3 thèmes, avec des idées à l'intérieur de chacun de cela. Et puis, on verra à un moment donné si, en directionnel, il faut faire des choix sur la fin d'année. Merci beaucoup Thierry. Merci pour votre éclairage de rentrée sur la situation des marchés américains et les stratégies, la stratégie ou les thématiques qui vous semblent intéressantes aujourd'hui à jouer sur ces marchés d'actions américaines. Thierry Gill, président de Raymond James Euro Equities, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Très bonne soirée. Smart Bourse revient évidemment demain, à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.